Ce podcast vous est proposé par Total Energy. Le nouveau record de l'or, est-ce une bonne nouvelle ou plutôt un aveu d'échec? C'est pas bon signe, ça veut dire que c'est quand même un thermomètre qui montre que la fièvre est en train de monter. L'affaire du patron de Nestlé annonce-t-elle l'arrivée du puritanisme dans les entreprises européennes? Les véritables questions, c'est plutôt les questions de business model, plutôt que de savoir qui dort avec qui. Et la hausse des taux, tant en Europe qu'aux États-Unis, ne devient-elle pas un nœud coulant pour les dettes publiques? Tu payes plus d'argent pour rembourser le passé que pour l'éducation nationale, qui est le futur. Derrière ces titres d'actualité, que faut-il vraiment comprendre? C'est ce qu'on va décortiquer dans ce nouveau numéro du Regard décalé d'Amid Felgem. Bonjour Amid Felgem. Bonjour Gaël, Il s'en est encore passé des belles choses sur la planète actualité, clairement. pas mal de choses à décortiquer. Premier événement, important quand même, nouveau record de l'or. Il dépasse maintenant les 3 500 $. Ça semble être une excellente nouvelle pour les investisseurs. Ma question pour commencer quand même est, l'or est probablement une des richesses, un des trésors les plus anciens qui existent sur cette planète. On est dans une ère ultra technologique. Comment on explique que l'homme continue à se tourner encore et encore vers cet or? Mais tu l'as dit parce que cette relique barbare, comme l'appelait l'économiste Keynes, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vieux depuis des siècles. C'est la valeur refuge depuis des siècles de tous les peuples du monde entier. Ce qui est très étonnant, effectivement, pour diverses raisons, notamment au niveau financier. C'est-à-dire, en fait, l'or ne rapporte rien, ne rapporte pas d'intérêt, ne rapporte pas de dividendes. Et la seule chose que tu puisses faire avec, c'est cette plus-value, effectivement. Et donc, effectivement, c'est assez étonnant. Alors maintenant, c'est vrai qu'il a augmenté de 34% depuis janvier 2025, donc un tiers. Énorme. Ah oui, c'est énorme, c'est énorme. Maintenant, comme le faisait remarquer un ami, un investisseur, attention, c'est en dollars. Or, comme le dollar a baissé par rapport à l'euro, Ouais. pour quelqu'un qui vit en Belgique, par exemple, en euros, effectivement, la hausse est moins forte. Mais enfin, quand même, c'est assez impressionnant. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que les investisseurs se disent que la politique monétaire risque d'être totalement brouillée avec les différentes attaques dont on a déjà parlé ici dans ce podcast par Donald Trump contre le président de la Banque centrale américaine, Jérôme Powell. Au-delà du fait qu'il attaque cet homme, les investisseurs tablent sur le fait que finalement, il veut forcer la Banque centrale à baisser les taux d'intérêt, alors que la Banque centrale est réticente, pas parce qu'elle veut être réticente pour être réticente, mais parce qu'elle estime que l'inflation est encore un peu trop forte que pour pouvoir baisser les taux d'intérêt aussi vite, aussi rapidement, aussi fortement que le voudrait notre ami Donald Trump. Et donc, ils se disent que voilà, toutes ces attaques-là montrent bien que la Banque centrale ne va plus rester longtemps indépendante et que l'année prochaine, Oui, une fois le départ de Jérôme Powell. il va mettre quelqu'un qui sera à sa botte. Et donc, en fait, le pilotage de la politique monétaire américaine Sera ne sera biaisé. plus indépendant. Et donc, le risque de lutter contre l'inflation risque d'être amoindri, en fait, voilà. Donc ça, c'est mauvais. Alors, à côté de ça, il y a aussi les banques centrales d'un certain nombre de pays, la Russie, la Chine, la Turquie, mais aussi des pays plus proches de chez nous, comme par exemple la Pologne, qui achètent un certain nombre de tonnes d'or, etc., à la fois pour se diversifier, pour ne pas être trop dépendant du dollar, et c'est ce qu'on appelle la dédollarisation, à tel point qu'en tout cas l'an dernier, en 2024, il y a une étude qui a été faite et qui montre que les deuxièmes réserves des banques centrales dans le monde entier, après le dollar, après le dollar, effectivement, c'est l'or, juste avant l'euro. Donc c'est pas une monnaie, mais enfin elle occupe quand même le deuxième poste de réserve mondiale. Donc ça, c'est important. Donc tout ça pousse l'or vers le haut. Et puis, il y a aussi tout simplement cette instabilité géopolitique avec les droits de douane. N'oublie pas que cette semaine, il y a eu la justice américaine qui semblait dire que les droits de douane imposés par notre ami Trump ne seraient pas tout à fait légaux. Donc ça jette aussi un peu d'inquiétude sur cette guerre commerciale. Donc, c'est-à-dire que l'or reste une valeur refuge, en fait. Dès qu'on est inquiet, on se tourne vers l'or, ce qui pourrait vouloir dire aussi qu'un record, c'est pas nécessairement bon signe pour l'économie. Non, c'est pas bon signe. Alors évidemment, celui ou celle qui a acheté ces lingots d'or, ça, lui, il se frotte les mains parce qu'il dit finalement, ça ne fait que monter. Mais c'est pas bon signe. Ça veut dire que c'est quand même un thermomètre qui montre que la fièvre est en train de monter et qu'on a des inquiétudes à la fois sur l'inflation, sur les dettes publiques, sur la géopolitique et tout. Donc c'est, si tu veux, c'est plutôt un thermomètre qui montre une hausse des inquiétudes. Donc voilà. Alors si tu es détenteur d'or, non.
Mais c'est ce que j'ai souvent à des amis, c'est que l'or pourrait effectivement atteindre des records encore beaucoup plus élevés. Mais à ce moment-là, ça veut dire quoi? Bah, c'est qu'il y a peut-être une troisième guerre mondiale ou que c'est la fin du monde. Donc tu seras sans doute le plus riche, mais dans ton cimetière. Ouah, c'est bien dit en attendant, l'or aujourd'hui, et la situation géopolitique, si je mets les 2 ensemble, ça risque de continuer à monter. Pour le moment, oui, c'est ce que pense notamment une banque américaine comme Goldman Sachs qui, elle prévoit pour 2026, alors est-ce que c'est premier trimestre, deuxième trimestre, on n'en sait rien, que l'once d'or pourrait atteindre les $4 000, donc c'est énorme. Alors voilà donc une inquiétude, l'or qui grimpe dans un contexte géopolitique un peu complexe. J'ai une autre inquiétude dans un tout autre Beaucoup registre. d'inquiétudes. Oui, bah oui, mais il faut que je te les soumette, Hamid. Heureusement, c'est ton regard qui me permettra d'avoir, une vue plus claire peut-être. Plus clair, pas de soulagement, mais plus clair sans doute, oui. Je voudrais comprendre, comment on peut justifier qu'un patron de grande entreprise, ici, bah, forcément je vais te parler de Nestlé, peut être licencié parce qu'il a commis un adultère. Je pensais, très naïvement, que la vie privée et la vie professionnelle n'avaient rien à voir. Alors, en Europe, c'est le cas. Alors ici, effectivement, le patron de Nestlé, bon, c'est une boîte suisse, c'est un patron français qui a été licencié. Licencié d'ailleurs par un président belge, Paul Bulck, on ne le sait pas, mais c'est un Belge d'origine de la région de Roulers, donc près de la frontière française, et qui a estimé que ça allait à l'encontre du code de déontologie ou du code de gouvernance, en tout cas de Nestlé. Et ça, c'est intéressant, ta question est très intéressante, dans le sens où par le passé, on a vu d'autres cas, mais aux États-Unis. On a vu le patron de Boeing aussi être viré pour une relation extra-conjugale, ou pas extra-conjugale, mais en tout cas qui était consentie, entre adultes consentants. Ça a été le cas aussi pour le patron d'Intel et de McDo. Donc, ça a vraiment, effectivement, défrayé la chronique aux États-Unis. Mais là, c'est la première fois que c'est une multinationale d'origine européenne. Et effectivement, tu poses la bonne question, c'est que auparavant, bah, ce genre de choses aurait été réglé entre deux portes. D'autant que c'est entre deux adultes consentants. Il n'y a pas eu, c'est pas le patron qui a forcé sa subordonnée ou que sais-je. Et on aurait trouvé un arrangement. Bah, c'est déjà arrivé dans d'autres cas où on dit à la personne, bah voilà, peut-être un flirt, pourquoi pas. Mais le fait qu'il y ait une relation de subordination, ça peut poser un problème au sein de l'entreprise parce qu'effectivement, ça peut envoyer des messages aux collaborateurs qui pourraient se dire, bah voilà, elle a peut-être une carrière comme ceci ou il a une carrière comme ça, mais c'est peut-être influencé par le rapport amoureux qu'ils ont. Et ce qu'on faisait, c'était qu'on déplaçait la personne dans une autre filiale ou dans un autre département où la personne était plus subordonnée à son chef hiérarchique, qui était aussi son amoureux ou son amoureuse. Ici, on n'a pas du tout appliqué cela et on l'a viré du jour au lendemain après une enquête interne. Et donc ça, c'est assez étonnant. Mais on a le droit? Est-ce que c'est une raison de ces 4 virés pour adultère? Alors, j'ai pas regardé Bah, leur la code de société a gouvernance. couvert l'adultère. Non, mais si tu veux, aujourd'hui, ce qu'on demande à un certain nombre de CEO, en tout cas clairement pour le patron de Nestlé et aussi pour les grands patrons américains, même si on sait qu'il y a une hypocrisie, c'est de se montrer totalement exemplaire. Et si tu veux, la moralité aujourd'hui, elle devient pratiquement un actif qui est coté en bourse, si je puis dire. Et donc, c'est assez étonnant. Voilà, mais on l'a vu aussi encore récemment avec cette personne aussi, j'ai oublié le nom de son entreprise, mais qui était Le concert de Coldplay. exactement, Ouais, qui ouais. était au concert de Coldplay avec sa DRH, qui était aussi sa petite amie. Alors lui, il était marié, donc ça, il y avait un problème extra-conjugal. Et il y a, tu vois, cette caméra qui cherche toujours les gens un petit peu amoureux voilà, et à amener, la caméra se pose sur eux et ils se voient sur l'écran, et ils paniquent. Et ce mouvement de panique, effectivement, a déclenché son licenciement. Il s'est licencié lui-même, il est parti de l'entreprise. Suite d'ailleurs, en fait, aux internautes, comme quoi il y a aussi une influence des réseaux sociaux, puisqu'en fait, le commentaire Non, ouais. le commentaire du chanteur de Coldplay, c'est, bah, ils ont peut-être quelque chose à se reprocher ou que sais-je. Et puis les internautes ont essayé de savoir qui c'était et effectivement, ils ont trouvé le nom de cette personne. C'est pas très sympa et donc ils l'ont jeté en pâture publique et puis donc suite à ça, bah, voilà. Je sais pas où il en est avec son épouse aujourd'hui, mais voilà. Je pense que c'est divorce des 2 côtés et je pense que la DRH a perdu son emploi, aussi. Ceci étant, je veux bien comprendre qu'une entreprise soit de plus en plus sensible aux valeurs, à l'éthique, à ce genre de choses, maintenant, est-ce qu'on est vraiment dans du, oui, dans du bien-pensant, dans une révolution morale, tenez-vous correctement quand vous représentez une marque? Ou est-ce que ça ressemble pas plutôt à un espèce de marketing bien-pensant enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a pas là aussi tout un effet de communication de la part de l'entreprise?
Sans doute, oui, parce que le cours de bourse, par exemple, alors évidemment, on est dans les supputations, hein, dans les scénarios ou scénarii plutôt, le cours de bourse de Nestlé a été quand même chahuté depuis son pic de 2022, je crois. En termes cumulés, il a perdu plus de 40%, donc c'est énorme et ça remonte pas la faute à un certain nombre d'erreurs de stratégie, par exemple, des problèmes sanitaires liés aux eaux de Nestlé, mais aussi, par exemple, et ça on en a très peu parlé, c'est les coupes-faim qui ont débarqué aux États-Unis, qui étaient d'abord destinés si tu veux, aux diabétiques et qui ont été détournés par des personnes en surpoids qui ont utilisé ces coupes-faim, Ozempic et Wegovy, qui ont effectivement un effet assez important. Et ça fait trembler effectivement le secteur agroalimentaire et donc des entreprises comme Danone, Nestlé ou d'autres, dans le sens où, comme les gens ont moins faim, bah, Ils vendent moins. voilà, ils vendent moins et surtout, il y a moins d'attrait pour tout ce qui est sucré. Or, une partie, pas que, du business d'une entreprise multinationale comme Nestlé, c'est les sodas sucrés, c'est les chips, enfin bref, c'est des céréales et cetera, les barres chocolatées et cetera. Et à partir du moment où il y a, voilà, une envie moins forte pour ce genre de choses, bah, ça peut poser un problème. Et d'ailleurs, le consultant Roland Berger avait fait le calcul en disant que d'ici 2031, donc demain quand même, il y aurait sans doute une perte un manque à gagner en termes de dépenses alimentaires pour l'industrie agroalimentaire de 60 à 90 milliards de dollars. Donc, c'est énorme. Donc là, je rejoins ce que tu me dis, c'est-à-dire, en fait, on se braque sur une amourette qui, en plus, je rappelle, est consentie. Et par contre, là, il y a des choses beaucoup plus importantes et donc, il peut y avoir des erreurs de stratégie ou des manquements. Et là, c'est beaucoup moins sanctionné. Et donc là, ça peut effectivement poser des questions en disant pourquoi est-ce qu'on est aussi dur pour une affaire privée et on devrait l'être davantage pour des aspects stratégiques qui sont importants parce qu'après tout, ce flirt voilà, ne va pas porter atteinte aux 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires de Nestlé, alors que le fait de se planter pour un business model, ça peut avoir un impact tout à fait négatif. Et alors, ce qui est aussi intéressant par rapport aux coupes-faim dont on vient de parler, c'est que tu te rends compte de plus en plus, c'est que finalement, l'industrie pharmaceutique, à travers ces coupes-faim, finalement, est en train de donner le tempo à l'industrie agroalimentaire, tu vois. Et donc, en fonction des découvertes de la parapharmacie, la pharmacie, Ouais. tu vas avoir un impact direct sur le chiffre d'affaires de géants comme Nestlé ou Danone ou d'autres. Et donc on pourrait sérieusement penser finalement que cette affaire, c'est un écran de fumée pour cacher, camoufler peut-être d'autres problématiques plus sérieuses? J'oserais pas le dire, je n'en sais rien, mais c'est vrai que vu de Cyrus, vu de loin, on se dit, bah, finalement, c'est assez bénin, surtout peut-être que nous, en tant qu'Européens, on est habitués À la je tête. voilà, à une certaine, compréhension par rapport à ça et on se dit que finalement, c'est pas ça le vrai problème. Le problème, il est plutôt par rapport aux coupe-faim. Et c'est vrai qu'on a vu aussi que Nestlé a réagi, notamment aux États-Unis, en faisant une sorte de contre-attaque. Ils ont commencé puisqu'en fait, l'un des dangers des coupe-faim, c'est que non seulement ils te fait perdre ta masse graisseuse, ce qui est bien, mais aussi ta masse musculaire. Musculaire et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux et donc ils ont essayé de proposer, des snacks ou des pizzas ou des sandwichs ou que sais-je, pas trop chers, autour de 5 $, mais aussi qui compensaient les carences, qui manquaient avec les coupes-faim. Bon voilà, c'est assez mitigé comme résultat et donc ça, ce sont les véritables questions, c'est plutôt les questions de business model, plutôt que de savoir qui dort avec qui, mais visiblement, c'est pas la décision qui a été prise par Nestlé ou auparavant par des boîtes anglo-saxonnes et moi, ce que je retiens surtout dans ce dont on vient de parler, c'est que ce qu'on pensait être, réservé au puritanisme anglo-saxon débarque chez nous en Europe et ça, je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Alors, autre question où je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour, les taux d'intérêt. On Ouais. en parle beaucoup et ces taux qui sont, en hausse, un peu partout, particulièrement en France et je voudrais qu'on s'intéresse 2 minutes à cette France qui est déjà dans une situation assez complexe. Oui, on a l'air d'être un îlot de stabilité en Belgique, Oui, vraiment, la France. elle est en train de nous surpasser là pour le moment. C'est vrai que, c'est voilà, cette France qui a pas mal de difficultés, qui se retrouve confrontée à cette hausse des taux. Est-ce qu'on pourrait peut-être recadrer un peu évidemment la hausse des taux et ce que ça peut provoquer, en termes économiques pour la France et les Français? Bah, c'est un peu la claque de la rentrée. Bayrou a annoncé, qu'il allait demander lundi, donc le 8 septembre, la confiance, de ses pairs, au Parlement. Il est plus que clair quand on lit la presse française qu'il ne la recevra pas et que donc le gouvernement va chuter, donc ça va créer encore plus d'incertitudes.
sur l'avenir, l'assainissement des finances publiques françaises qui en ont bien besoin. Et donc, les taux d'intérêt à long terme, à très long terme, 30 ans, se sont redressés. Ils dépassent les 4,5%. Donc ça, c'est très mauvais. Aujourd'hui, les Français qui se moquaient il y a quelques années de l'Italie en disant que c'était un peu le mauvais élève ou l'homme malade de l'Europe, on se rend compte qu'aujourd'hui, ils paient aussi cher que les Italiens et que les Italiens, au contraire, avec Mélanie, ils sont en train de se redresser et qu'ils sont en train de se croiser dans l'escalier. Les uns montent tandis que les autres descendent. Donc ça, c'est très, très négatif. C'est très négatif parce que la dette publique française est énorme et aujourd'hui, juste par la hausse de ces taux d'intérêt, en tout cas si ça perdure, tu vas te retrouver avec le premier budget de remboursement qui va être le remboursement de la charge de la dette. C'est-à-dire qu'en fait, ce budget de remboursement donc de la dette va être plus important, par exemple, que le budget de la défense ou le budget de l'éducation nationale. Il faut se rendre compte, parce que les gens ne se rendent pas compte, quand on parle de dette publique, c'est quoi une dette publique? C'est la somme de tous les déficits accumulés au cours des années précédentes. En fait, tu peux le résumer d'une manière très simple, c'est la somme de toutes nos lâchetés. C'est-à-dire, chaque année, on n'a pas eu de budget en équilibre parce que les uns n'ont pas voulu augmenter les impôts, parce que les autres n'ont pas voulu diminuer certaines dépenses. Et donc, on a fui comment? En s'endettant. Mais au fur et à mesure, et donc, en fait, on peut vraiment dire que la dette publique, qu'elle soit en Belgique ou en France, si elle est à 110, 120%, c'est la somme de toutes nos lâchetés, les nôtres et celles du gouvernement, parce que pas que du gouvernement, parce que des fois, on refuse de voter pour un gouvernement qui veut appliquer un certain nombre de méthodes et il est pas réélu, et donc il ne le fait pas. Et donc ça pose un problème, et surtout quand tu te rends compte que le paiement de la dette, en fait, tu rembourses quoi? Tu rembourses le passé. Et donc tu te rends compte qu'aujourd'hui, le budget, et c'est le cas aussi en Belgique, en France, tu payes plus d'argent pour rembourser le passé que pour l'éducation nationale, qui est le futur. Alors qu'on devrait investir dans le futur, donc dans l'avenir de nos têtes blondes ou brunes, comme tu veux. Et là, on s'occupe du passé, donc ça, c'est pas un bon signal. Un bon signal qui est en plus assez commun, enfin si je puis m'exprimer ainsi. On constate cette même hausse de taux à long terme, aux États-Unis et ailleurs en Europe, hein, d'ailleurs. Oui, c'est pas propre effectivement à la France. Alors, c'est un peu plus aigu en France. Alors, pourquoi? Il y a aussi un phénomène technique, c'est-à-dire, on est en septembre, c'est la rentrée des classes, mais aussi c'est la rentrée, d'un certain nombre de pays auxquels tu as fait allusion, qui émettent des dettes ici en septembre. Ils arrivent tous au même moment, parce qu'ils veulent boucler leur budget, et donc ils vont solliciter les marchés financiers en disant: «Écoutez, voilà, je voudrais bien prendre de l'argent chez vous en tant que marché financier». En fait, c'est comme si c'était une brocante, et où tous les vendeurs arrivent au même moment, mais les acheteurs sont pas aussi nombreux. Donc qu'est-ce que tu fais? Bah, tu dois baisser le prix de tes bibelots que tu veux vendre. Sauf qu'ici, c'est des taux d'intérêt, et donc les gens disent: «OK, je veux bien prendre ta dette, mais comme tu as pas l'air de bien gérer ton pays et cetera, je vais te demander une prime de risque supplémentaire». Donc là où je te demandais 3, je vais demander 3,5 ou 4 ou que sais-je, ça. Et donc voilà, évidemment, et c'est ce qui explique cette hausse des taux d'intérêt dans un certain nombre de pays, parce qu'il y a eu un embouteillage, si tu veux. Tout le monde arrive au même moment pour solliciter les mêmes investisseurs, et les investisseurs prennent cette dette-là, effectivement, mais ils demandent plus de rendement parce qu'effectivement, il y a un peu plus d'incertitude quant à l'avenir, la manière dont ces gens vont rembourser. Enfin, Incertitude. ces États, pardon. Quant à l'avenir, donc on revient finalement à notre premier sujet de l'or qui bat des records parce qu'il y a de l'incertitude. On est donc là avec finalement, 2 canaris dans la mine, de l'économie mondiale. Exactement. Je rappelle pour les personnes plus jeunes qui connaissent pas l'expression canari dans la mine, avant les mineurs, quand ils descendaient dans les galeries minières, bah, évidemment, il y avait toujours le danger de fuite de gaz ou de monoxyde de carbone, et donc ils prenaient souvent avec eux un petit oiseau qui était dans une cage, souvent un canari. Et donc, s'ils se mettaient à frétiller avec toutes ses ailes, ou simplement à chanceler ou à tomber dans les rames, si je puis dire, bah, c'est qu'il y avait un coup de grisou ou une fuite de gaz ou que sais-je, et donc il fallait dardard remonter pour ne pas mourir. Et donc, c'est entré dans une expression, enfin, dans les expressions économiques, quand on parle de canari dans la mine, bah, c'est-à-dire c'est un signe avant-coureur d'un danger. Et effectivement, tu as tout à fait raison. Le fait que l'or soit des hauts niveaux, au-delà de l'aspect patrimonial, c'est pas bon signe. Et le fait que les taux d'intérêt remontent aussi, c'est pas bon signe. Et c'est pas bon signe non plus pour les particuliers, pour l'État, je viens d'en parler, mais aussi pour les entreprises. Oui, parce qu'on parle des taux à long terme, hein, donc par exemple pour un particulier, c'est l'hypothécaire qui va être, le premier visé. Exactement, puisque là, on a parlé des taux à 30 ans, mais ceux de 10 ans ont aussi augmenté. Et le Belge le sait ou ne le sait pas, ou le Français le sait aussi ou ne le sait pas, mais les prêts hypothécaires sont indexés sur les taux à 10 ans. Et donc, à partir du moment où ces taux-là augmentent,
le coût de l'emprunt va aussi augmenter. Donc ça, c'est embêtant. Notamment, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés, notamment pour les jeunes, ce qu'on appelle les primo-accédants, à accéder au logement. Mais donc, si les taux d'intérêt augmentent, c'est pas bon signe pour le marché immobilier. C'est pas bon non plus pour les entreprises, parce que les entreprises, elles investissent, elles n'ont pas toujours les fonds propres. Donc, des fois, elles doivent, même très souvent, elles doivent emprunter pour, je sais pas, augmenter leur usine, leur atelier ou que sais-je. Je sais pas, grimper, rechercher des Exactement. Malheureusement, les taux d'intérêt augmentent fortement, notamment à long terme, et qu'évidemment, ils sont corrélés avec les taux des banques. Ils peuvent mettre au frigo leur investissement. Donc, c'est quelque chose qui va aussi réduire l'activité. Donc, tout ça n'est pas bon. C'est pas que de la macroéconomie stratosphérique, c'est vraiment du concret. Et c'est sur ces incertitudes, malheureusement, qu'on va devoir refermer Sur les Canaries. Sur les Canaries, en espérant qu'ils ne tombent pas tout de suite. On refera un petit point la semaine prochaine, Hamid. En espérant être plus optimiste, mais là, on suit l'actualité. On fait ce qu'on peut. Merci, Gaël. Merci, Hamid. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Total Energy.